Permettez-moi tout d'abord, avant toute chose, de remercier le laboratoire d'analyse économique et modélisation d'avoir organisé cette conférence portant sur l'enseignement supérieur, et surtout dans ce contexte national marqué par la réforme de l'enseignement supérieur. Je remercie également et vivement l'équipe qui a été chargée de l'organisation professeurs et doctorants de ce colloque. Mon intervention, bien sûr, porte sur l'enseignement supérieur et renforcement des capacités productives en Afrique. Quelle corrélation possible? C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'enseignement supérieur contribue au renforcement des capacités productives et, par voie de conséquence, à la compétitivité globale d'une économie, d'un pays ou d'un continent, et enfin au développement socio-économique? Quelle est la question principale? Normalement, il y a une deuxième question. On devrait poser une deuxième question à l'inverse. Est-ce qu'il faut se développer d'abord pour avoir un bon enseignement supérieur? Donc c'est tout à fait à l'inverse de cette question. Mais cette question, à mon sens, n'est pas très utile pour le continent africain, parce que si nous regardons, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a essayé toutes les recettes pour que le continent se développe, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème, énormément de facteurs qui interviennent pour empêcher le développement en Afrique. Donc on ne pourra pas commencer par le développement pour avoir un système de l'enseignement supérieur efficace. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par l'inverse. L'enseignement supérieur, au moins un secteur qu'on pourra cerner et sur lequel on pourra travailler pour pouvoir avoir une sorte de résilience économique face au choc externe. Deuxième raison également, parce que si nous regardons aujourd'hui l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 5 régions, c'est une Afrique disparate, contrastée, deux systèmes d'enseignement différents, un système anglophone et un système francophone, donc il y a énormément de contraintes qu'on pourra discuter. Au niveau de l'enseignement supérieur, je vais me baser sur l'accès, non pas la qualité, parce que pour qu'on soit dès le début un peu cerner, un peu limiter l'approche, je vais me baser sur l'accès, le taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Deuxième question, pourquoi cette question de l'enseignement supérieur et le renforcement des capacités productives? Parce que si nous regardons jusqu'à aujourd'hui et au niveau de l'Afrique, il y a énormément de défis et d'opportunités, notamment dans un contexte marqué bien évidemment par des rivalités géopolitiques et géoéconomiques entre les anciennes et nouvelles puissances en Afrique. On le voit aujourd'hui à travers le conflit en Ukraine. Donc ils sont en train de déplacer ce conflit à l'échelle internationale vers le continent africain. On voit le sommet Chine-Afrique, Japon-Afrique, Europe-Afrique, et ainsi de suite. Et cette rivalité géopolitique, bien évidemment, présente des opportunités de financement pour financer l'enseignement supérieur, mais aussi des défis. Et ça, on va en parler. Et également, une tendance lourde de cette nouvelle donne mondiale, c'est la révolution technologique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les mécanismes de création de la richesse et de l'emploi sont en train de changer. Regardons par exemple, si nous faisons des enquêtes ou nous faisons des études très approfondies en Afrique, on s'aperçoit automatiquement que nous avons une population jeune en forte croissance, presque 50% de la population en Afrique, c'est une population ayant l'âge entre 15 et 24 ans, et qui devient de plus en plus exigeante en termes de pouvoir d'étudier et en termes d'emploi. Donc cette révolution technologique commence, elle est en train de changer les mécanismes de création de richesse et de l'emploi. Okay? Et aujourd'hui, les secteurs les plus rentables à l'échelle mondiale sont les secteurs qui exercent bien évidemment dans la conception, l'ingénierie, la recherche et le développement, et les secteurs également dans les services. La main-d'œuvre bon marché, abondante bien sûr en Afrique, ne tient plus la route aujourd'hui. Aujourd'hui, les investisseurs cherchent les main-d'œuvre qualifiées, à bon marché, qualifiées et bon marché, pour pouvoir bien évidemment améliorer la compétitivité de leur entreprise. Donc si nous regardons bien évidemment les opportunités et les défis, le seul secteur qui pourra bien sûr, qui constitue le point d'intersection entre les défis et les opportunités, c'est renforcer les capacités productives. Pour avoir bien évidemment une attraction des investissements, il faudra investir dans le capital humain. Pour avoir une résilience économique
hein, on va dire, qui sera résiliente face au choc externe. Donc l'Afrique aujourd'hui est appelée à renforcer la diversification économique et son capital humain. Donc voilà, telle est la problématique d'aujourd'hui. Donc pour bien évidemment faire face à certains défis, saisir certaines opportunités, l'Afrique est appelée à renforcer ses capacités productives. Alors vous allez me poser la question, quelles sont ces capacités productives? Les capacités productives, bien évidemment, sont nombre de 8, mais je me suis limité à 4 qui sont principales. D'abord, c'est la qualité du capital humain. Madame Hakam en a parlé. La qualité des institutions, la qualité des infrastructures et le développement des capacités technologiques. Et si nous regardons ces 4 capacités productives, le seul secteur qui pourra rassembler ces 4, c'est l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur est censé former ce capital humain, mais aussi les cadres de ces institutions. Donc, les acteurs institutionnels, ceux qui sont à la tête des institutions, sont formés bien sûr par l'enseignement supérieur, et les concepteurs des infrastructures et des technologies. Donc nous avons ce lien direct entre l'enseignement supérieur et les 4 capacités productives. Cette corrélation, bien évidemment positive, a été confirmée par la Banque mondiale en 2011, quand elle a fait une étude bien évidemment sur les compétences demandées en Asie de l'Est, a montré 2 constats, a soulevé 2 constats importants. Le premier, c'est que les entreprises à forte intensité technologique, et dans une certaine mesure, les entreprises exportatrices embauchent plus de diplômés du supérieur que les autres. Ce sont des constats de la Banque mondiale. Deuxième constat, c'est que pour que l'assimilation technologique, l'absorption technologique soit possible, un tiers au moins des diplômés universitaires doit avoir reçu une formation scientifique ou d'ingénieur de 2e ou 3e cycle. Voilà. On se réfère à l'étude de la Banque mondiale. On a cette corrélation entre l'enseignement supérieur et bien évidemment le renforcement, qui est des renforcements des capacités productives, des compétitivités et le développement socio-économique. Maintenant, comment peut-on montrer d'une manière quantitative cette corrélation? Eh bien, je vais adopter 2 approches. Une approche macro, qui bien sûr situe le continent africain par rapport aux autres continents, en termes de l'exportation des produits à fort potentiel technologique, et en termes également de taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Et en deuxième lieu, je vais adopter une approche micro, c'est-à-dire aller chercher dans les pays africains, les 54 pays africains, et voir les scores fournis par les instances internationales en termes de chaque dimension, à savoir le capital humain, les infrastructures, la qualité des institutions et les technologies. Okay. Donc pour pouvoir situer le macro, c'est là où il y a l'importance de ce colloque. Donc, avant de discuter l'enseignement supérieur au Maroc, il faudra le situer par rapport aux autres pays africains. Voir sa place parmi les 54 pays africains, et puis on pourra discuter la qualité ou la nature du système éducatif au Maroc. Bon, si on prend par exemple les exportations, ce sont des données fournies par certaines instances internationales, les exportations de produits à fort potentiel technologique en pourcentage, en 2021. Les dernières données, on trouve que l'Afrique exporte 7,5%. L'Amérique du Nord, 31,20%, l'Asie de l'Est, 42,50%, et l'Europe, 27%. Ce sont des produits qui véhiculent un transfert technologique qui, bien évidemment, a fort potentiel technologique, qui a une forte valeur ajoutée. Donc, on voit que l'Afrique est à la traîne par rapport aux autres continents. En revanche, si nous regardons l'indice de concentration économique, c'est-à-dire l'exportation des matières brutes non transformées, on trouve que l'Afrique exporte a un indice de concentration de 0,2%, un indice extrêmement important, très élevé par rapport aux autres continents. Et que l'Afrique exporte plus de 77% des produits bruts non transformés, qui nécessitent une main-d'œuvre bon marché, non qualifiée. Par contre, l'Asie, on exporte 7,2%. Regardez le contraste. Il exporte presque 42,5% des produits qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et uniquement 7,2% est basé sur l'exportation de matières brutes. Donc il y a le contraste entre l'Afrique et les autres continents. Maintenant, qu'en est-il de l'accès à l'enseignement supérieur? Regardez, si nous regardons par exemple le taux d'inscription à l'école, l'enseignement supérieur en pourcentage brut, on s'aperçoit que l'enseignement supérieur est très faible en Afrique par rapport aux autres continents. Bien évidemment, ça revient bien sûr dû à une panoplie de facteurs, notamment le financement,
la gouvernance, l'abondance des ressources naturelles, l'intervention des instances, certaines puissances étrangères, qui bien évidemment limite cet accès à l'enseignement supérieur. Alors maintenant, étant donné que nous avons cette idée générale sur l'Afrique par rapport à l'exportation des produits qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et également l'autodescription, maintenant qu'est-ce qui se passe au sein du continent africain, entre les 54 pays? Et là, je vais faire référence, bien évidemment, à ces 4 dimensions. Nous allons prendre chaque dimension et chercher les scores de chaque dimension fournis par les instances internationales et voir le classement de ces pays par rapport à chaque dimension. Et là, si nous regardons par exemple les pays africains sur l'indice du capital humain. Le capital humain, c'est au passage, il faudra le définir comme étant le stock des capacités humaines économiquement productives qui englobe le savoir, la santé et les compétences. Et que ce capital humain, bien évidemment, d'abord, il pourra s'acquérir, se préserver, s'acquérir à travers l'éducation, bien sûr, se préserver, se développer à travers la formation continue et à travers l'intérêt porté à la santé de l'individu. Il ne faudra pas l'oublier. Plus on a un système de santé efficace, plus on a un capital humain robuste, qui permet bien évidemment de faire face au choc externe. Donc si nous regardons par exemple ce capital humain, regardez 54 pays, nous n'avons que 5 pays qui ont un capital humain qui dépasse les 60 points. Tous les autres pays ont un capital humain soit entre 20 et 40, soit entre 40 et 60. Mais si nous regardons, nous avons trouvé 2 pays en Afrique du Nord et 3 pays insulaires, à savoir Cap-Vert, Seychelles et l'île Maurice, qui ont pu, depuis leur indépendance, développer un capital humain à travers, bien sûr, l'éducation, à travers l'enseignement supérieur. Là, c'est un très bon score, des bons résultats qui nous permettent, bien évidemment, d'avoir une sorte d'afro-optimisme, de dire que nous sommes en train d'aller vers de l'avant. Au niveau de la qualité des institutions, on voit aussi, si nous regardons bien sûr rapidement, plus de 3/4 des pays africains ont un score inférieur à 50 points. Donc, quand je dis un score inférieur à 50 points, c'est d'avoir une mauvaise qualité des institutions. Au niveau de la qualité des institutions, l'île Maurice est classée 21e rang mondial avec un score de 65%. Et à chaque fois, regardez, à chaque fois qu'on aborde une dimension, il y a l'île Maurice qui sort. Et si on pourra parler de l'île Maurice, on ne pourra pas s'arrêter, on passera des journées pour parler de l'île Maurice. Le Rwanda est classé 36e avec 63 points, les Seychelles 42e, le Maroc classé 45e mondial avec 60 points. Donc, à chaque fois également, il y a les pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont un système anglophone et ainsi de suite, d'éducation anglophone, ils sont très bien avancés en termes d'éducation, en termes de formation. Et le Maroc également sort avec ces pays. On est en train de filtrer petit à petit les 54 pays pour arriver à un résultat final. Au niveau de l'indice technologique, nous avons l'île Maurice, qui est un indice qui, bien sûr, qui concurrence les pays développés, à savoir l'Italie, la France, la Chine, l'Inde. Donc, un score qui dépasse les 60%. Et enfin, si nous regardons l'indice d'infrastructure, nous avons le Maroc qui est très bien développé en termes d'infrastructure et l'Égypte. Donc, si nous faisons un résumé de ces points, rassemble tous les points par rapport à ces 3 dimensions, on trouve que l'île Maurice est classé premier pays africain en termes de ces 4 dimensions. Nous avons le Maroc 3 points, Cap-Vert 2 points, Seychelles 2 points, Cap-Vert 1 point, Rwanda 1 point, Tunisie 1 point, Égypte 1 point. Donc, les pays qui sont à la tête de ces 4 dimensions, nous avons l'île Maurice et le Maroc. Maintenant, on se pose la question, quelles sont les recettes miracles qui ont fait que l'île Maurice et le Maroc arrivent à améliorer leur système d'enseignement supérieur et quelles orientations ont été faites par ces pays de l'enseignement supérieur? Quelles formations ont donné à la population marocaine et mauricienne? Alors, si nous regardons par exemple l'inscription à l'école de l'enseignement supérieur, on trouve que le Maroc, 10%, 10%, qui a bien sûr, ce sont des données prises de la Banque mondiale, 10%, 10,18% en 2000, à aujourd'hui 40,62% en 2020. Les Maurice, de 11 à 44%,
Le monde, la moyenne mondiale, c'est de 19 en 2000 à 40,3%. Donc il y a un dépassement de la moyenne mondiale. Donc nous sommes sur la bonne voie en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Je ne parle pas de la qualité. Alors, qu'en est-il de ces avantages, de ces améliorations sur l'exportation des produits à fort potentiel technologique entre l'île Maurice et le Maroc, et également sur l'indice développement humain. Hein. Maintenant, on veut voir les résultats de ces efforts. Si nous regardons par exemple, l'île Maurice investit massivement. Si vous regardez, le Maroc dépasse largement l'île Maurice dans le domaine de l'exportation de certains produits à moyen, au moins à moyen potentiel technologique. Okay, si nous regardons par exemple les artistes de manufacture à technologie et compétences moyennes, on trouve qu'entre 2000 et 2020, le Maroc est passé de 5 à 28%, alors que l'île Maurice est passé de 2 à 4%. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette comparaison? Eh bien, c'est l'île Maurice, depuis son indépendance en 1968, a pu orienter son système éducatif vers les services, notamment les industries touristiques, l'offshoring et les finances, parce que c'est une petite île de 2000 km² avec 1 200 000 habitants, ce qui fait une densité de 623-625 habitants. Donc, ils n'ont pas énormément de ressources, pour pouvoir bien sûr s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale en termes industriels. Donc, ils ont opté pour l'évolution du système de tourisme. Donc, c'est un pays de 1 million, reçoit 10 millions de touristes chaque année, voire plus. Le Maroc s'est orienté vers les secteurs exportateurs tels que l'automobile et les câbles électroniques électriques, étant donné bien évidemment son positionnement géographique et étant donné également son expérience dans le textile. Vous savez, en 2005, le 1er janvier 2005, quand il y avait l'abolition de l'accord multifibre, donc le Maroc a pu abandonner ce secteur de textile vers le secteur électrique et les câbles électriques et électroniques. Maintenant, le résultat sur l'indice développement, c'est là où il y a le problème. Lorsqu'on regarde, donc, en termes d'exportation, en termes économiques d'exportation des produits, nous avons une avance du Maroc par rapport à la l'île Maurice, mais en termes de développement humain, là, il y a un problème au niveau du Maroc. Donc il faudra, et peut-être j'espère que ce sera un débat sur ces inégalités en termes de développement. Pourquoi? Parce que quand j'ai défini ça le capital humain, j'ai dit qu'il peut s'acquérir, se préserver et se développer à travers la santé pour tel individu. Et c'est là où, selon regardant les trois dimensions de l'indice de développement humain, on trouve le revenu, l'éducation et la santé, l'espérance de vie. Et c'est là où l'île Maurice est considérée aujourd'hui comme étant se trouve au premier rang africain et 60e à l'échelle mondiale, alors que le Maroc est 10e à l'échelle africaine et 121e à l'échelle mondiale. Et bien sûr, il est devancé par la Libye, qui est aujourd'hui en instabilité politique, et il est devancé par la Tunisie et également devancé par l'Algérie. Ce sont des pays qui sont fortement concentrés sur l'exportation de matières premières. Et aujourd'hui, nous avons un Maroc qui a des défaillances en termes de l'indice de développement humain. Bien sûr, la raison, ça a été bien sûr l'établissement de nouveaux modèles de développement, mais aujourd'hui, on attend des résultats en termes de l'amélioration du développement humain à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. Si nous regardons également la stratégie, nous avons dit pour l'île Maurice, une stratégie bien sûr orientée vers les services, et une stratégie également dès le départ. Si nous regardons par exemple le financement, la répartition des dépenses publiques d'éducation en Afrique selon le niveau d'enseignement, on trouve que l'île Maurice investit massivement dans le primaire et le secondaire. Le supérieur, c'est le seul souci qui reste à l'île Maurice. Donc il investit dès le départ du processus éducatif. On investit massivement dans le primaire et le secondaire, et l'enseignement supérieur, il lui réserve un petit budget, parce qu'il a un objectif très élevé. Par contre, le Maroc aujourd'hui investit bien sûr dans la recherche et le développement dans le supérieur, plus que dans le primaire et le secondaire. Et ce n'est pas le cas de l'île Maurice, c'est de l'Afrique, toute l'Afrique de l'Est. J'ai dit tout à l'heure, l'Afrique de l'Est est fortement dynamique sur le plan économique et sur le plan social. Si nous regardons par exemple les dépenses d'investissement en pourcentage des dépenses publiques d'éducation en 2018, l'Afrique de l'Est investit massivement dans bien sûr le secondaire, 11% qui dépasse toutes les autres régions secondaires, qui bien sûr qui préparent
l'étudiant a un enseignement supérieur, bien évidemment, ce qui lui facilite bien sûr l'absorption technologique et ainsi de suite. Donc, il y a une base, il travaille sur la base de l'éducation. Après, je passe là pour arriver à la conclusion. Il y a aujourd'hui, si nous regardons dans l'agenda 2063 ou dans les objectifs de l'Union africaine, il y a une prise de conscience quant à l'importance de l'enseignement supérieur au développement socio-économique. Cette prise, elle est là, elle existe. Il y a une prise également de conscience par la Commission de l'Union africaine, à travers l'agenda 2063, de mettre en place un espace africain de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui permettrait aux États d'assurer leur compétitivité et leur croissance. L'accessibilité à l'enseignement supérieur est l'un des 7 indicateurs de la stratégie continentale en matière d'éducation. Donc, un volet de l'enseignement supérieur est capital dans les stratégies et les politiques de l'Union africaine. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette stratégie semble plus efficace dans certains pays insulaires, à savoir Seychelles, île Maurice et Cap-Vert, et en Afrique du Nord, notamment la Tunisie et le Maroc. Mais il faudra encore travailler davantage pour pouvoir améliorer ce secteur qui devient aujourd'hui capital pour que l'Afrique fasse face à des défis externes et saisisse également les opportunités présentées par les différentes puissances étrangères. Je vous remercie.